Au cinéma, Clint Eastwood est né en 1964. Le papa s'appelle Sergio Leone et le berceau pour une poignée de dollars. Leone y révolutionne à lui tout seul les règles du western et crée pour son jeune acteur une silhouette sur mesure, l'homme sans nom. Première version de l'histoire américaine selon Eastwood, première incarnation qu'on retrouvera tout au long de sa carrière, encore 2 fois chez Leone, dans Et pour quelques dollars de plus, même poncho, même cigarillo, puis bien sûr dans Le Bon, la Brute et le Truand, qui boucle la trilogie du dollar et où Clint joue le bon. On retrouve le même personnage ou presque dans Sierra Torride de Don Siegel, l'autre père cinématographique de l'acteur, mais surtout à plusieurs reprises dans les films réalisés par Eastwood lui-même, selon au moins 2 variations, Ange exterminateur sans foi ni loi dans L'Homme des Hautes Plaines, Sauveur tombé du ciel, cavalier magnifique dans Pale Rider. Enfin, dernière apparition dans Impitoyable, qui lui vaut plusieurs Oscars, l'acteur a alors 60 ans, et le corps de son personnage William Munny est moins souple qu'hier pour monter à cheval. L'œuvre d'Eastwood n'a cessé d'explorer le passé. Il y a les nombreux westerns qui reviennent sur les valeurs fondatrices du pays, qui célèbrent l'Americana et ses décors pionniers, ses paysages grandioses, ses villes de l'Ouest poussées au milieu de nulle part. La nature sauvage y est saisie en plan d'ensemble dans la tradition classique, paysages arides du Missouri dans Josie Wells hors-la-loi, déserts de sable insolites, déserts de pierre en territoire comanche, forêt californienne dans Pale Rider, avec ses mines d'or à ciel ouvert, plaine verdoyante du Wyoming dans Impitoyable. Mais à côté des westerns, l'œuvre d'Eastwood, acteur et réalisateur, a souvent interrogé la période contemporaine. J. Edgar, biographie du patron du FBI, raconte 40 ans de XXe siècle et fait défiler quelques pages majeures de l'histoire américaine. La répression anticommuniste qui marque les débuts du jeune Hoover dans les années 20, 10 ans plus tard, la lutte du FBI contre le crime organisé pendant la Prohibition, l'enlèvement et l'assassinat du bébé Lindbergh en 1932, enfin la mort de Kennedy, le 22 novembre 1963, que le vieil Edgar apprend au téléphone en écoutant les ébats sexuels du président défunt enregistrés sur sa demande. Attentat contre Kennedy qui revient dans De la ligne de mire de Wolfgang Petersen, imaginant Eastwood en vieux garde du corps, coupable de n'avoir pas su protéger le président le jour fatal. Eastwood s'est aussi beaucoup intéressé à la Seconde Guerre mondiale. D'abord comme acteur de films de guerre, par exemple dans Quand les aigles attaquent, où l'acteur se déguise en officier SS pour espionner les nazis, mais surtout comme réalisateur, dans Mémoire de nos pères, récit du débarquement américain sur l'île d'Iwo Jima en décembre 1944, et dans Lettres d'Iwo Jima, le même événement du point de vue japonais. Enfin, Eastwood montre les attentats du 11 septembre 2001 dans American Sniper, et y raconte l'intervention de l'armée américaine en Irak en 2003. Mais comment Eastwood aborde-t-il la grande histoire? Eh bien d'abord à la marge. Les événements sont souvent une toile de fond. La guerre de sécession est racontée en quelques fondus enchaînés, au début de Josie Wells, et en un raccord, le film échappe totalement à la reconstitution pour s'intéresser à un homme en cavale, comme échappé de l'histoire. Au début des Proies, Don Siegel évoque la même guerre, avec plusieurs photographies, mais le conflit est encore une fois une toile de fond, prétexte à un huis clos terrifiant. Un soldat sudiste blessé, mutilé et pris au piège par 3 femmes. Quant à l'action d'un monde parfait, elle se déroule quelques jours avant la visite du président Kennedy à Dallas, mais de cet événement, nous ne verrons que la camionnette d'apparat, un peu ridicule, imposée au policier Eastwood pour traquer Kevin Costner. Même dans son film le plus ouvertement historique, son diptyque sur la Seconde Guerre mondiale, Eastwood rechigne à la seule reconstitution. Bien sûr, il filme le débarquement sur Iwo Jima, avec tout le réalisme, largement emprunté au Soldat Ryan de Spielberg, mais le film est ailleurs, en périphérie. Dans Mémoire de nos pères, ce qui intéresse Eastwood, c'est le destin des 3 GI, instrumentalisés par l'armée, pour créer une pure image de la victoire, pour pousser l'opinion à soutenir l'effort de guerre. 3 hommes qui se sont prêtés à cette propagande, contre leur gré, et dont Eastwood enregistre les souffrances, derrière l'image officielle. Eastwood raconte souvent comment l'histoire détruit les êtres, comment la violence du monde finit par les rattraper malgré eux. Josie Wells, paysan expulsé de son paradis familial par une bande d'hors-la-loi qui massacre sa famille à la fin de la guerre civile. William Munny, fermier éleveur qui mène une vie simple avec ses 2 enfants avant qu'un messager vienne lui rappeler qui il était autrefois. You don't look like no rootin' tootin' son of a bitch and cold-blooded assassin. Donc une œuvre, la passion pour les armes, n'aura été plus explicite. Fusil à lunettes pour gros gibier dans Cœur blanc, chasseur noir,
ou pour viser juste à partir d'un point éloigné dans José Wells. On retrouve le même tir de précision au fusil dans Le Bon, la Brute et le Truand, sur une corde de potence ou sur des chapeaux pour le plaisir, mais sans lunettes. Fusil à lunettes qui est le personnage principal d'American Sniper, portrait de Chris Kyle, tireur d'élite de l'armée américaine, chargé d'éliminer à distance toute cible suspecte. Flinguer ou être flingué, c'est souvent la morale de l'histoire selon Eastwood. Les leçons de tir sont fréquentes, avec Shirley MacLaine, en bonne sœur réticente dans Sierra Torrid, avec le petit otage enlevé par Costner dans Un monde parfait. L'œuvre est presque un traité de balistique, une défense et illustration de l'arme à feu. Cela a souvent été reproché à Eastwood. Dans la situation de crise, ce qui sauve, c'est un pistolet. Le paysan le déterre des décombres de sa maison en ruine et apprend à tirer. William Munny réapprend à tirer lui aussi, après des années de retraite sans coup de feu. Du coup, le duel est une figure obligée des films d'Eastwood. Duel classique, 1 contre 1, ou plus spectaculaire, 1 contre 5, ou alors à 3, un triel donc, dans le cimetière le plus célèbre de l'histoire du western. Cette pulsion de la gâchette révèle le grand sujet des films d'Eastwood, la violence comme maladie de l'Amérique, la violence comme malédiction. Violence des crapules qui peuplent tous les films et l'histoire de l'Ouest, qu'Eastwood dévisage en silence, défie du regard, avant de les liquider en beauté. Humanité virile et tarée dont le cinéaste a si souvent tiré le portrait, et dont les femmes sont les victimes exemplaires. Dans la liste des horreurs, le viol occupe une place centrale. C'est le motif autour duquel s'organise une bonne partie de l'œuvre. L'homme des hautes plaines s'ouvre sur un viol, commis par Eastwood lui-même. C'est la brutalité initiale qui signe la folie du personnage, son désir de vengeance. Le viol est omniprésent, au début de Sierra Torrid, dans Pale Rider. Le viol ou la violence faite aux femmes, comme cette balafre infligée à une jeune prostituée au début d'Impitoyable. Comme cet internement forcé d'Angelina Jolie dans L'échange. La violence a alors changé de visage. Ici, les blouses blanches médicales, secondées par le FBI. Car les dingues et les paumés crasseux n'ont pas l'apanage de la violence. Il y a un crime de l'État, un crime des élites, qu'Eastwood a consciencieusement radiographié dans son cinéma. Dans Les Pleins Pouvoirs, c'est le président des États-Unis lui-même qui viole et tue. Dans Impitoyable, le même acteur, Gene Hackman, joue le shérif fasciste qui bat à mort l'ami noir de William Munny. Dans Pale Rider, un shérif encore, corrompu par une grosse compagnie, demande à ses hommes d'exécuter un chercheur d'or, un homme du peuple fauché, qui vient de tomber sur une pépite. Pour l'anarchiste Eastwood, l'État est une structure qui ment et qui surveille. Dans L'échange, on ment à une mère sur l'identité de son fils. J. Edgar Hoover est la mémoire sale d'une Amérique de la surveillance qui n'a jamais caché ses sympathies pour les dictatures. À la fin d'un monde parfait, l'homme en noir du FBI tire sur Costner, le bandit au grand cœur, malgré l'ordre contraire d'Eastwood, qui ne peut rien faire, à part mettre son poing dans la figure du tireur. Un seul homme politique sera célébré dans sa filmographie, mais il n'est pas américain. C'est Nelson Mandela, Morgan Freeman dans Invictus, dont Eastwood montre la libération le 11 février 1990, avec des images d'archives reconstituées. L'alliance du sport et de la politique pour mettre fin aux tensions raciales post-apartheid, c'est une des rares représentations heureuses de l'histoire chez Eastwood. En contre-champ des violences qui souillent la terre d'Amérique, Eastwood réserve son humanisme, ou ce qu'il en reste, à une catégorie d'êtres, les excentriques, les déclassés. Un vieil Indien, au look d'Abraham Lincoln, un artiste de cirque qui rejoue pour rire la grande histoire de l'Ouest, Bronco Billy, qui est pour Eastwood comme le versant joyeux de son personnage de cow-boy taiseux et solitaire, ici, dans son fameux numéro de tir à l'aveugle. Bronco Billy, dont la troupe d'employés est un résumé parfait de l'Amérique des parias, chère au cœur d'Eastwood, son utopie. Un noir et un manchot repris de justice, une bourgeoise fâchée avec son milieu, un couple d'Indiens et un jeune déserteur du Vietnam. Josie Wells aussi, pendant sa cavale, voyage avec des sans-grades. Le vieil Indien dandy, une jeune squaw qui l'a sauvé d'un viol, et même un chien galeux sur lequel Josie Wells crache son jus de tabac, mais en le gardant quand même. Sierra Torrid réinvente Don Quichotte et Sancho Panza,
avec le duo improbable de la bonne sœur et du cow-boy solitaire, celui-ci se mettant bien sûr au service des péons mexicains contre l'armée française coloniale. Dans Pale Rider, c'est avec le peuple démuni des chercheurs d'or que le pasteur solitaire fait cause commune. Et c'est pour une prostituée mutilée et ses copines que Muni a repris ses habits de tueur dans Impitoyable. Avec les parias en tout genre, les artistes, enfin, trouvent grâce aux yeux d'Eastwood. Ce sont eux qui apportent la beauté du monde. Red Stonewall chante un air de country dans un bar, et la violence de l'Amérique est comme suspendue. Bird, Charlie Parker, enflamme une salle de jazz, et d'un coup, la violence raciale semble d'un autre âge, comme si la scène réinventait un mot. Mais la beauté est fragile. Une pulsion de mort habite les deux musiciens racontés par Eastwood. Pendant sa grande audition, Red est rattrapé par sa tuberculose. Une mauvaise toux le fait sortir de scène. Il est en train de mourir, sous les yeux de l'enfant, témoin de sa chute. Même décente dans Bird, la puissance artistique de Parker a pour pendant sa souffrance de junkie. Sa performance sur scène est indissociable du mal qui le ronge. En un instant, son rire d'enfant devant un sketch qui passe à la télé se transforme en souffrance. Chaque fois, le génie de l'artiste est contrebalancé par la violence de sa vie. La beauté est fragile. Quel espoir alors? Eh bien par exemple, qu'un jeune garçon découvre une guitare par hasard, s'en émerveille, gratte une corde et reprenne un jour le flambeau de l'artiste disparu.